Hello les humains, moi c'est Jazz et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle chaîne. Ici, on va ouvrir la boîte de Pandore et on va essayer de résister à toutes les calamités qui nous tombent dessus depuis des années. De temps en temps peut-être, on parlera aussi d'espoir. En tout cas, j'espère que vous apprécierez ce contenu et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Comme ça, vous pourrez donner un petit peu de force à cette toute nouvelle chaîne. Maintenant que les présentations sont faites, j'aimerais qu'on revienne sur l'élection de Bali Bagayoko à la mairie de Saint-Denis-Pierrefitte aux dernières municipales. Alors, c'est un sujet qui a déjà été abondamment traité, mais j'aimerais quand même revenir dessus parce que c'est un sujet tellement important car il nous rappelle à quel point l'omniprésence et la banalisation des idées d'extrême droite aboutissent forcément à la libération de la parole raciste. À peine élu, Bali Bagayoko s'est pris une vague de racisme tellement décomplexée que je crois que même ceux qui savent très bien ce qu'est le racisme et qui en sont pleinement conscients ont été un peu surpris et ont été un peu désarçonnés. Un de mes confrères vous interrogeait sur la ville des Rois, vous disiez c'est aussi la ville des Noirs. Est-ce que ça compte pour vous? Le maire qui vient d'être élu dit on est la ville des Noirs. Oui, parce que malheureusement, je pense que cette ville va sortir progressivement de la République française. Le drapeau français que vous observez là, c'est le maire qui dans la donc, salle de la mairie va être remplacé par le drapeau du Hamas. Voilà. C'était tellement excessif que ça en devenait totalement ridicule. Ça n'avait plus aucune crédibilité. Et du coup, je n'arrivais pas à comprendre. Je me demandais comment on fait pour en arriver à une situation aussi surréaliste. Et donc j'ai eu envie de creuser le sujet, parce que j'avais envie de comprendre. Je voulais sortir de l'aspect purement émotionnel pour rentrer dans quelque chose de plus rationnel et pour essayer de comprendre comment ces gens en arrivent à faire des choses aussi ridicules et aussi débiles de manière totalement naturelle et assumée. Donc voilà, donc l'envie de cette vidéo est partie de là. L'Homo sapiens, nous sommes des mammifères sociaux et de la famille des grands singes. Et par conséquent, dans toute collectivité, dans toute tribu, nos ancêtres chasseurs-cueilleurs vivaient en tribu, il y a un chef qui a pour mission d'installer son autorité. Et là, ce qui se révèle avec l'élection de M. Bali Bagayoko à Saint-Denis, c'est que ça rappelle quand même qu'un maire dans une commune a énormément de pouvoir. Ça, c'est vrai depuis toujours. Il a beaucoup de latitude, de possibilités d'action. Cette vidéo a été importante pour moi parce qu'elle m'a mis sur la piste de ce qui allait être ma clé de compréhension de ce comportement. Donc, cette vidéo a scandalisé tout le monde pour la comparaison qui a été faite entre Bali Bagayoko et un singe. Donc, n'en déplaise à ce monsieur psychologue invité sur CNews, malgré tout ce qu'il dit, je veux dire, bon, il faut pas insulter notre intelligence. On a tous très bien compris pourquoi il avait fait cette comparaison qu'il n'aurait jamais faite avec un autre maire blanc. Donc, on a tous très bien compris et c'est ce qui a scandalisé tout le monde. Mais moi, personnellement, au-delà de l'aspect comparaison avec le singe, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est la manière dont il revenait sur le principe du pouvoir. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il le répète au moins 2 ou 3 fois. Il dit un maire a du pouvoir. L'élection de ce maire nous rappelle qu'un maire a du pouvoir. Et il le répète au moins 2 ou 3 fois. Ça rappelle quand même qu'un maire dans une commune a énormément de pouvoir. Ça, c'est vrai depuis toujours. Il a beaucoup de latitude, de possibilités d'action. Du coup, ça m'a interpellé parce que bon, je m'intéresse à la politique depuis de nombreuses années et je n'ai jamais entendu qui que ce soit remettre en question le pouvoir du maire. Je n'ai jamais entendu quelqu'un dire « Ah, le maire a trop de pouvoir » ou « Le maire a tellement de pouvoir ». Bien au contraire, j'ai plutôt tendance à entendre le contraire. On a plutôt tendance à faire état des limites du pouvoir d'un maire. Mais personnellement, j'avais jamais entendu une personne autant insister sur le pouvoir du maire. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, je vais me refaire toutes les vidéos que j'ai vues sur le sujet et je vais essayer de voir s'il y a un pattern ou s'il y a quelque chose de récurrent ou si cette vidéo en question, c'était un petit peu une exception. Mais on n'est pas dans une tribu primitive comme les décrit Darwin, en disant vous avez le mâle dominant qui est là, qui décide et qui dit c'est moi qui décide.
Toi, tu auras à manger, toi, tu n'auras pas à manger. Moi, j'aurai les femelles, toi, tu n'auras pas les femelles. Nous allons attaquer, nous n'allons pas attaquer la tribu d'en face ou je ne sais quoi. Ça va bien. Il y a des milliers d'années que c'était comme ça, mais plus. Et puis, là, maintenant, on leur dit, à la gauche, on leur dit, vous n'avez pas compris ce que vous avez déclenché. Vous allez être les premiers remplacés. Vous avez fait goûter le gâteau du pouvoir à des personnes. Ces personnes ne vont pas se contenter des miettes. Ils vont prendre tout le gâteau. En fait, que ce soit les attaques à l'encontre de Bali Bagayoko ou à l'encontre de n'importe quel autre maire noir qui a été élu une semaine après lui, que ce soit le maire du Blanc-Ménil ou que ce soit le maire de Sarcelles ou autre, on retrouve toujours le même pattern, le même mode opératoire. Moi, j'appelle ça la peur primale du chef noir. C'est une peur irrationnelle et c'est une peur qui vient de très loin. Je dis que la pensée totalitaire, le chef tout-puissant, on le voit d'ailleurs, la mise en scène dans la vidéo, le fait d'avoir fait de cette ville un bastion qui va être un laboratoire où il va avoir non pas des citoyens mais des sujets. Monsieur Diawara va considérer ses habitants comme ses sujets. Il faut faire allégeance. Voilà. D'ailleurs, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas la première fois qu'on se retrouve dans ce genre de situation. En réalité, rien de nouveau sous le soleil. En fouillant un peu pour faire cette vidéo, je suis tombé sur le cas d'une personnalité que je ne connaissais pas. Kofi Yamnian. Il a été élu maire de sa ville en 1989. Donc, en 1989, Kofi Yamnian a été élu maire de Saint-Coulitz, donc c'est une petite commune du Finistère, et donc il devenait l'un des premiers maires noirs de France en métropole. Donc, vous imaginez bien le torrent d'insultes qui s'est pris à ce moment-là. On était en 1989, donc il recevait des lettres d'insultes et de menaces dans tous les sens. Il a même reçu une lettre avec de la merde. La personne lui a envoyé une lettre en étalant son petit caca sur le papier à lettres. Et le plus drôle, c'est un rire jaune, je vous l'accorde, mais le plus drôle, c'est que les habitants de sa commune recevaient aussi des lettres d'insultes qui leur étaient directement adressées. Et il y en a une particulièrement drôle et révélatrice que je vais vous lire tout de suite. Donc, les Bretons sont-ils à ce point tarés, dégénérés, alcooliques, pour ne trouver qu'un nègre à élire? Bon, on en revient toujours à la même chose. Comme je vous le disais tout à l'heure, la peur primale du chef noir. Une peur que moi je trouve irrationnelle, mais qui semble-t-il pour certains est tout à fait justifiée et tout à fait normale. Je peux encore me présenter aux élections si j'en ai envie? Est-ce que la France est encore mon pays? Il faut envoyer un message extrêmement clair. Les étrangers qui envisageraient de venir en France ne sont désormais plus les bienvenus. L'assimilation ne se fait plus. L'intégration a été rendue impossible. On a eu le cas de Christiane Taubira, qui a été comparé à un singe lors de sa nomination en tant que garde des Sceaux. Il y a quelques années, il y avait une ministre italienne aussi, Cécile Kyenge, qui avait elle aussi été comparée à un singe. Donc toujours la même chose, toujours le même pattern et le même mode opératoire. On pourrait aussi citer Danielle Obono. Alors elle n'a pas été comparée à un singe, elle a été dessinée en esclave dans le magazine Valeurs Actuelles. Donc c'était une espèce de BD fiction ou je ne sais quoi. Et donc Danielle Obono avait été grimée en esclave. Dans la tête de ces racistes, un homme ou une femme noire, un homme ou une femme arabe. Donc, pour faire simple, un indigène ou un basané ou un racisé ne peut pas avoir accès aux plus hautes fonctions, que ce soit dans le public ou dans le privé, parce qu'il ne peut pas être mis au niveau d'un blanc. C'est ça, en fait, l'héritage post-colonial. C'est ça, l'héritage post-esclavagiste. Et ça, je pense qu'il y a un peu une analogie au niveau micro d'un phénomène global qui touche l'Occident, qui est l'Occident post-colonial, c'est-à-dire après la décolonisation. Après, la décolonisation, c'est un phénomène qu'on a trop peu, je pense, mesuré et trop peu mis en lien, paradoxalement, avec la montée de l'extrême droite. Et en fait, on passe d'un monde où il y avait certains peuples colonisés qui étaient mis sous dépendance, avec justement l'idée de on va les civiliser, avec un truc très paternaliste, en réalité. Et là, c'est plus le cas. Et donc, du coup, on est sur la défensive davantage. Et là, du coup, c'est moins le colonisé à civiliser, en quelque sorte,
que l'immigré à expulser ou à enfermer, etc. Un bon indigène ne peut pas atteindre les plus hautes fonctions. Il doit rester à sa place. C'est ainsi, ça l'a toujours été et ça ne doit pas changer. Il ne doit pas changer l'ordre établi parce que sinon ça les perturbe et ils sont totalement déstabilisés. Un bon immigré, un bon indigène, un bon noir, un bon racisé, appelez ça comme vous voulez, toujours est-il qu'il faut qu'il reste à sa place. Il ne faut pas bousculer l'ordre établi. Il y a un sociologue qui s'appelle Abdelmalek Sayad et qui a beaucoup insisté sur cette figure du bon immigré, qui est l'immigré qui est travailleur, mais aussi poli, docile, discret. Et à l'inverse, le mauvais immigré, c'est celui qu'on voit trop, en quelque sorte, et qui sort de cet état de dépendance. Cette notion du bon immigré qui doit baisser la tête, qui doit raser les murs, ça me parle beaucoup. Et je pense que ça parle beaucoup aux gens de ma génération, parce que c'est en fait ce qu'ont subi nos parents. C'est-à-dire que des gens qui sont français de première, deuxième, voire maximum troisième génération, ils ont eu des parents ou des grands-parents donc, qui sont arrivés en France en tant qu'immigrés. Moi, mes parents sont arrivés en France, ils avaient une vingtaine d'années. Et donc, quand tu es un immigré fraîchement arrivé, c'est le genre d'injonction que tu reçois auquel tu es en fait obligé de te plier. Il faut baisser la tête, il faut raser les murs, il ne faut pas faire de vagues, il faut être discret. Et donc, d'une certaine manière, nos parents nous transmettent aussi un peu ça. Ils le retransfèrent un petit peu aussi sur leurs enfants. C'est-à-dire qu'ils te font comprendre que il faut pas parler trop fort, il faut pas faire trop de vagues, il faut pas se faire remarquer, etc., etc. Le problème, c'est que on a été à l'école de la République, on a été éduqué, on a été formé comme tout un chacun, et donc forcément, à l'âge adulte, tu te retrouves avec une génération de gens racisés qui ont des ambitions professionnelles, qui ont envie de tout casser, qui ont envie d'être épanouis dans leur vie, que ce soit personnelle ou professionnelle. Et c'est comme ça que tu te retrouves avec des Bali Bagayoko qui ont une très belle carrière et dans le privé, dans la fonction publique, et qui à un moment donné se retrouvent être le maire de la ville dans laquelle ils ont grandi. C'est un parcours tout à fait normal en réalité. Mais pour certains, ça passe pas. Pour certains, ça passe pas. Voilà où on en est en 2026. Alors, moi, pour ma part, mon avis personnel, et je finirai la vidéo là-dessus, mon avis personnel, c'est que 2027, ça sera l'heure de vérité. Donc 2027, on a la prochaine présidentielle. Et là, pour moi, clairement, ça sera un point de bascule, ça sera l'heure de vérité. La France devra se choisir un destin. La France devra choisir, est-ce qu'elle veut faire société ou est-ce qu'au contraire, elle veut continuer d'avoir une société fracturée, voire une société ségrégée. Pour moi, tout converge dans un moment de vérité, en 2027. Après 10 ans de macronisme qui ont fait énormément de mal à la France et aux Français, en plus, on a une actualité internationale complètement chaotique et dégueulasse depuis plusieurs années. Donc pour moi, tout converge. 2027, ça sera l'heure de vérité, ça sera le point de bascule. Est-ce qu'on veut une société qui fait corps, qui fait sens? Est-ce qu'on veut une société séparée, fracturée? Bien malin celui qui pourra dire quel est le projet de société et quel est le destin que va se choisir la France. En tout cas, moi, personnellement, je ne saurais pas le dire. Mais en tout cas, ça changera quelque chose. Selon la personne qui gagnera en 2027, selon le camp qui gagnera en 2027, ça n'aura pas la même odeur, ça n'aura pas la même couleur, et ça aura forcément des répercussions à long terme sur l'avenir de la France. Donc encore une fois, moi personnellement, je ne sais pas qui va gagner, mais j'ai hâte d'y être.